cette vidéo, je comptais vous présenter la collection de la Bibliothèque Rose sous une forme plus documentaire, mais je me suis dit qu'il vous suffirait finalement de simplement aller sur la page Wikipédia de la Bibliothèque Rose pour retrouver toutes les informations que je vais vous dire dans cette vidéo. Et du coup, pour la rendre un petit peu plus attractive, j'ai décidé pour la suite de faire deux parties. Et du coup, pour la seconde partie, de vous présenter les 4 sagas de la Bibliothèque Rose qui m'ont vraiment accompagné pendant toute mon enfance et qui ont participé à ma passion actuelle pour la lecture. Pour la première partie, je vais vous présenter effectivement un petit récapitulatif de l'historique de cette maison d'édition, ou du moins de cette collection, comment elle a vu le jour, par qui, quand, comment elle a évolué, et ensuite on y viendra à mes 4 séries fétiches qui m'ont accompagné jusqu'à maintenant dans ma passion de la lecture. Tout d'abord, la Bibliothèque Rose est une collection des éditions Hachette à destination des enfants de 8 à 12 ans environ dans ces âges-là. Elle est créée par Louis Hachette en 1853 et l'idée lui vient lors d'un voyage en train avec 2 amis, Napoléon Bonaparte et Eugène de Ségur. Le comte de Ségur est le mari de celle que l'on connaît tous sous le nom de la comtesse de Ségur. Oui, clairement, on n'a pas tous les mêmes amis. Durant ce voyage, Eugène de Ségur leur raconte que sa femme imagine des histoires qu'elle raconte à leurs enfants pour les amuser et aussi pour les endormir le soir. C'est à partir de ce moment-là que ça fait tilt dans la tête de Louis Hachette. Il faut savoir qu'à cette époque, les éditions Hachette se concentrent sur les livres scolaires et les éditions de loisirs. Mais Louis Hachette est quelqu'un qui voyage beaucoup et c'est en attendant les trains que lui vient l'idée d'installer des kiosques pour vendre des livres dans des gares. Les voyageurs découvriront alors cette nouvelle collection en 1853 qui seront disponibles pour les voyages dans les librairies de gare. Et seule la Bibliothèque Rose connaîtra un véritable succès qui durera dans le temps et en figure de proue des auteurs comme la comtesse de Ségur ou Zénaïde Fleuriot. Mais ce n'est qu'en 1972 que la Bibliothèque Rose s'appellera définitivement la Bibliothèque Rose. Avant cela, elle portera les noms de la Bibliothèque Rose illustrée de 1856 jusqu'à 1958, puis ensuite la nouvelle Bibliothèque Rose jusqu'en 1971 avant d'enfin avoir le nom de la Bibliothèque Rose. Mais à partir des années 2000, la Bibliothèque Rose est essentiellement centrée sur la novélisation de nombreuses séries télévisées comme par exemple Titeuf, les Winx ou encore les Witch. Et on va y arriver. Puisqu'on arrive effectivement à la deuxième partie de cette vidéo où je vous Et du coup, forcément, je commence avec les romans de la comtesse de Ségur qui, en plus de marquer du coup la création de la collection, a aussi marqué mon enfance et mes premiers pas vers des lectures de romans autres que les albums illustrés. D'aussi loin que je me souvienne, c'est avec eux que j'ai commencé à découvrir des histoires avec des intrigues un peu plus longues, un peu plus poussées. J'ai surtout grandi personnellement avec Les Malheurs de Sophie et Les Petites Filles Modèles, mais j'avoue que je n'ai aucun souvenir pour les vacances et j'ai dû passer du coup totalement à côté des vacances. En tout cas, ça ne m'évoque absolument rien et à vrai dire, à part quelques booktubeuses qui le mentionnaient, je ne connaissais absolument pas cette 3e série en plus des Malheurs de Sophie et des Petites Filles Modèles. Donc peut-être que c'est simplement devenu un peu moins populaire. En tout cas, à mon époque, je ne connaissais pas les vacances. Alors oui, certes, peut-être qu'en les lisant aujourd'hui, on peut trouver certaines morales dépassées, mais plus que les morales de ces livres, moi c'était vraiment les bêtises de Sophie et de ses amis qui m'amusaient vraiment à la lecture de ces romans.
Passons ensuite au Club des 5, autre saga fétiche qui m'a vraiment accompagnée pendant l'école primaire et qui m'a toujours apporté, aujourd'hui encore, beaucoup d'inspiration pour créer mes propres histoires, notamment ma toute première histoire que j'ai publiée sur internet, le club de la T. Sherlock, je crois que je l'avais appelé comme ça, il me semble, où je m'étais très clairement inspirée du Club des 5, mais avec des personnages lycéens plus âgés et moins caricaturaux que dans le Club des 5, je l'avoue. Ça a plutôt mal vieilli, mais comme pour les malheurs de Sophie ou les petites filles modèles, c'était vraiment les intrigues qui m'intéressaient, les personnages, et c'est aussi le début pour moi de ma grande histoire d'amour avec les romans policiers. J'ai commencé à découvrir les romans policiers comme beaucoup de gens avec le Club des 5 et aussi tout le côté un petit peu aventure qui, moi, à l'époque, me permettait aussi de réfléchir davantage aux indices qu'il y avait dans les histoires avec le Club des 5, la manière dont ils résolvaient les enquêtes. J'adorais me prendre au jeu et c'est ce qui a vraiment participé aujourd'hui, enfin en tout cas en partie, à mon amour pour les romans policiers aujourd'hui. Autant je n'ai pas été marquée et je ne suis même pas sûre d'avoir déjà lu Le Clan des 7, Fantomètre ou encore Les 6 Compagnons, autant je me rappelle très bien de la série Alice et je triste un petit peu puisque je ne me rappelle pas les avoir découverts avec la Bibliothèque Rose mais avec la Bibliothèque Verte. J'avais effectivement les couvertures de la Bibliothèque Verte et c'est ça qui m'était resté à l'esprit. Néanmoins, à l'origine, c'est bel et bien une série de la Bibliothèque Rose. Et je crois que j'ai dû avoir quelques exemplaires de cette collection, je ne suis pas sûre, qui sait. Je devais être plus en CM1, je crois, quand j'ai commencé à les lire, voire CM2, car l'héroïne est déjà un peu plus âgée. Et c'est ce que j'avais aimé en découvrant cette série. J'avais l'impression de passer un nouveau cap en me tournant vers des personnages plus âgés et peut-être un peu plus travaillés, même si Alice est carrément très stéréotypée comme personnage, elle n'a aucun défaut, c'est ça qui fait qu'elle est appréciée du public jeunesse, c'est qu'elle est une héroïne parfaite, une enfant parfaite, sur laquelle tout le monde finalement peut se retrouver. Mais j'aimais justement le côté, pas ce côté parfait, mais le fait qu'elle soit un peu plus âgée et que ça abordait des problématiques plus d'adolescents, plus de mon âge du coup. Donc j'aimais beaucoup découvrir la série Alice et je suis passée totalement à côté, je n'ai absolument pas suivi qu'il y avait une série dérivée qui a vu le jour sous le nom de Nancy Drew. Et j'ai découvert Nancy Drew en faisant des recherches pour cette vidéo. J'avoue que je suis passée totalement à côté. Je sais même qu'il y a eu des adaptations en série que je n'ai pas vues, mais du coup ça m'intrigue aussi, qui porte plus du coup le nom de Nancy Drew que de Alice, mais ça m'intrigue et du coup je vais regarder un petit peu tout ça, voir s'il est encore possible de trouver ces séries, ces adaptations, même si je sais qu'elles datent un petit peu et que je pense que niveau qualité, son image et intrigue, ça doit pas être fou, mais autant essayer. Comme c'est une série de romans qui m'a énormément marqué, je me dis pourquoi pas. Enfin, je ne pouvais que terminer cette vidéo avec les novélisations de Witch. J'ai grandi avec les Witch et j'avoue que je regrette aujourd'hui d'avoir vendu tous mes Witch Mag car j'étais restée abonnée pendant très longtemps au Witch Mag jusqu'au CM2 je crois, je suis voire 5e, au moins jusqu'au collège je crois, j'étais restée abonnée au Witch et je sais que j'aurais adoré les redécouvrir d'un point de vue plus adulte. Je sais que beaucoup de gens qui ont découvert les Witch enfants, qui les ont relus quand ils ont été réadaptés en BD, ont adoré les découvrir sous un autre point de vue adulte et disaient même que la série était finalement très intelligente et abordait des thématiques qu'on ne voyait pas forcément quand on était enfant. Et pour avoir revu récemment la série animée, je ne peux qu'être d'accord là-dessus. Alors oui, la série animée prend énormément
de liberté par rapport à l'adaptation des BD. Il y a énormément de choses qui passent à la trappe et c'est pas vraiment non plus les mêmes intrigues par rapport à la BD. On retrouve la globalité de tout ce qu'il y a dans la BD, mais ce sont globalement des intrigues plutôt différentes aussi. Et c'est vrai que la série animée m'a beaucoup surprise en la renvoyant là récemment, il y a quelques jours. Et je ne m'attendais pas à ce qu'elle aborde des thématiques comme l'écologie, par exemple, qui revient souvent avec forcément l'équilibre des 4 éléments, tout ça, qui sont les pouvoirs des filles dans Witch, du coup, qui manipulent l'eau, la terre, le feu, l'air, et Will qui porte le tout en elle. Et c'est vrai que la série m'a vraiment beaucoup surprise, donc je pense que si j'arrive à retrouver la BD me surprendra toujours aussi. Et heureusement, j'ai quand même gardé un hors-série dans les Witchmag qui étaient sortis, qui comprenait les 3 premiers chapitres de la BD que j'ai aussi relus dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, puisque je trouve que relire Witch en cette saison automnale, c'est parfait. En plus, ça aborde la thématique d'Halloween, puisque le premier chapitre s'appelle Halloween. L'enfance, tout ça, il y avait une catégorie qui réunissait un petit peu tous ces mots-clés dans le Pumpkin Autumn Challenge. Et du coup, je l'ai relu dans ce cadre-là. Et j'avais adoré relire les 3 premiers chapitres, mais malheureusement, je n'ai pas la suite. Les Witch BD, ça fait vraiment partie de mon enfance. Et moi, ce qui m'a le plus marqué dans la bibliothèque rose, ce sont les novélisations des Witch. Et j'aimerais beaucoup les retrouver. Voilà, c'était une vidéo assez courte par rapport à d'habitude, elle durera dans les 15 minutes environ, voire moins de 15 minutes. Je n'ai pas du tout l'habitude de proposer ce genre de format de vidéo si courte. J'espère que ça vous plaira. Certes, je sais bien que certaines histoires que j'ai citées, qui m'ont marqué quand j'étais enfant dans la bibliothèque rose, ont mal vieilli et font l'objet aussi de plusieurs controverses actuellement par rapport à des réécritures parce que ça a justement mal vieilli. J'avoue que moi ça m'échappe totalement cette idée de vouloir réécrire parce que les personnages aujourd'hui sont trop caricaturaux, trop sexistes par rapport à certaines morales. Ça a été écrit à une ancienne époque, faut savoir recontextualiser ces histoires-ci à l'époque où ça a été écrit. Et du coup, c'est vrai que je suis pas forcément pour les réécritures des Petites Filles Modèles, les Malheurs de Sophie, ou alors le Club des 5 comme ça a été fait. Je ne suis pas du tout de cet esprit-là, de ce parti-là, mais c'est vrai que je les conseillerais toujours à des enfants parce que même si effectivement certaines morales ont mal vieilli, je trouve ça toujours intéressant justement cette lecture de double temporalité par rapport aux enfants d'avant, comment les enfants d'aujourd'hui les percevront. Enfin, voilà, c'est tout un travail que je trouve hyper intéressant à faire encore aujourd'hui avec des enfants, de les découvrir même avec le format de l'époque tel qu'on les connaissait nous quand on était enfants. Vous dites-moi en commentaire quelles sont les séries de la Bibliothèque Rose qui vous ont marqué, si vous les possédez encore, si des fois vous aimez vous replonger dedans. Dites-moi ce qu'il en est en commentaire et moi je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo.